Bonjour à tous. On démarre la première foire aux questions avec peu de participants, mais c'est normal, c'est le début de la chaîne. Mais par contre, beaucoup de questions. Des questions fort intéressantes que certainement beaucoup d'entre vous se posent. Mais attention, je ne réponds qu'au travers de l'œuvre de J.K. Rowling, en m'appuyant sur ses histoires et ce qu'elles contiennent. Allez, c'est parti. Avec discernement, tu me dis que tu ne comprends pas toujours tout. Alors moi j'ai une petite question aussi en retour. Est-ce que tu as déjà lu les livres de J.K. Rowling ? Ou au moins regardé les films de la saga Harry Potter ? Sans référence, on ne peut pas contextualiser. Et un propos se base toujours sur une référence. Sans savoir sur quoi se fonde un propos, on prend toujours le risque, soit de passer à côté de l'information ou de la subtilité de l'information, soit on risque tout simplement de mal interpréter le propos. Bon là je te taquine un petit peu, mais en fait je m'adresse à tous ceux qui écoutent la chaîne et qui ne connaissent pas l'œuvre de J.K. Rowling. Les vacances d'été arrivent avec des moments de temps libre à occuper. Des moments que l'on peut consacrer en partie à la lecture de livres, ou si l'on n'aime pas lire, à l'écoute d'audiolivres. Et tous les livres de J.K. Rowling ont été enregistrés. Ça tombe bien. Bon, je dis ça, je dis rien. Vous faites ce que vous voulez. Bon, passons aux choses sérieuses maintenant. Avec discernement, tu me demandes comment peut-on savoir que l'on a reçu un appel à l'éveil ? Et donc, bien sûr, sa lettre de Poudlard. Eh bien, c'est tout simplement la première fois où le monde non visible prend contact avec toi, de façon franche et directe. Pour certaines personnes, c'est un soulagement indicible, parce que leur vie n'avait pas de sens, et que quelque part au fond d'elles-mêmes, elles attendaient vraiment ça. Pour d'autres personnes, c'est un choc. Elles ne comprennent pas du tout ce qu'il se passe. Simplement ça arrive, et il faut qu'elles fassent avec. Ce qui nous emmène à ta deuxième question, sous quelle forme cela peut-il arriver ? Dans le cas de Harry, c'était un petit peu contrarié, du fait de son contexte familial. Mais il le vit avec un émerveillement sans limite. Pour d'autres personnages, comme Lily par exemple, comme Hermione, comme Ron, comme Ginny, c'était quelque chose d'attendu et de normal. Ils savaient qu'ils étaient des sorciers. Et c'est avec impatience qu'ils attendaient leur lettre. Pour Voldemort, ça a été un petit peu différent, parce que lui pratiquait déjà la magie. Et comme par nature, il n'était pas très enclin à obéir à aucune règle, et à ne se conformer à aucune forme d'autorité, eh bien l'invitation à Poudlard pour lui aura été l'occasion ratée de canaliser tous ses pouvoirs pour en faire un bon usage. Revenons maintenant à la transposition à notre réalité. Toute personne ayant signé un contrat d'âme avant son incarnation, qui stipule que son expérience de vie sera interrompue à un moment donné pour vivre le réveil et la libération de ses capacités, mais aussi pour suivre un enseignement visant à apprendre à les utiliser et à les développer. Ces mêmes capacités étant indispensables pour remplir le contrat de sa mission de vie. Voilà aussi ce qui explique que certaines personnes s'intéressent énormément au domaine paranormal, aux mondes invisibles, à la magie, mais qu'elles ne développent rien du tout en réalité. Elles n'en font pas l'expérience directe. Bien tout simplement parce que leur contrat d'âme n'a pas été fait en ce sens. En gros, elles resteront moldues toute leur vie, mais avec tout de même la possibilité d'améliorer leur vie grâce aux connaissances qu'elles auront acquises autour de leur centre d'intérêt. Pour toutes ces personnes, elles vivront l'éveil après leur mort, mais pourront s'y préparer tout au long de leur vie. Donc pour répondre synthétiquement à ta question, si tu dois recevoir ta lettre, ton appel, ou si tu l'as déjà reçu et que tu penses être passé à côté, rassure-toi, ces choses-là ne peuvent pas arriver. Et ça me permet d'enchaîner sur la suite de ta question. Sous quelle forme cela arrive-t-il ? Nos guides utilisent le moyen le plus acceptable pour nous pour ce premier contact. Ce moyen fait suite également à une longue préparation qui a lieu avant l'appel, que l'on en ait conscience ou pas. Cet appel peut arriver sous la forme d'une expérience de mort imminente, ou bien sous la forme d'une extase spirituelle qui arrive sans vraiment l'avoir cherché. Le plus fréquemment, cela arrive par l'ouverture subite d'un canal. Il peut s'agir d'une expérience de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience ou de claircognition, et c'est ce qu'il m'est arrivé lorsque pour la première fois mon guide a pris contact avec moi. Donc rassure-toi, tu ne peux pas louper un appel ou passer à côté de ta lettre d'admission. C'est absolument impossible. Maintenant, au niveau de la préparation à cet appel, eh bien, il existe aussi beaucoup de formes différentes. Et en général, tu ne prends conscience de toute cette préparation qu'une fois que tu as reçu ton appel. Les préparations peuvent prendre la forme d'une succession de rêves, des rêves inhabituels,
qui sont des rêves éveillés. Tu peux également être amené à faire des expériences de sortie de corps en guise de préparation. Tu peux également remarquer avoir eu un intérêt très fort depuis ta plus tendre enfance pour les univers ésotériques, féeriques, paranormaux, etc. Tu peux tout aussi bien avoir fait une série d'expériences paranormales ou avoir eu une véritable révélation à la lecture d'un livre ou au visionnage d'un film, ou bien enfin avoir fait la rencontre de ta flamme jumelle, ce qui est également un des signes de la préparation à l'appel. En fait, c'est très divers et c'est très sur mesure. On retrouve certaines choses communes au niveau des phases préparatoires des uns et des autres, ainsi que des choses communes au niveau des formes que peuvent prendre les appels, les invitations. Mais pour chacun, il s'agit d'une expérience unique et singulière. J'aimerais faire une toute petite parenthèse quant aux exceptions. Quant à ceux dont la destinée prévoyait cette entrée et cet enseignement à l'école de Poudlard, et donc pour les personnes qui devaient développer leurs capacités et s'initier, et qui ont été définitivement empêchées. Dans notre saga, il s'agit du personnage d'Ariana, laquelle, à la suite d'un événement tragique, n'aura jamais pu entrer à l'école de Poudlard. Les traumatismes et la maltraitance peuvent être à l'origine d'une destinée brisée lorsque les conséquences de cette maltraitance laissent des séquelles irréversibles, comme celle notamment de basculer dans la folie. Et pour ceux à qui c'est arrivé, leurs capacités sont intactes, s'expriment toujours, mais il est désormais impossible de les canaliser d'une quelconque façon. Il y a nombre d'enfants sur cette terre qui ont en eux des potentiels incroyables, qui ne pourront jamais les développer sereinement, ou qui vont s'exprimer de manière dangereuse, incontrôlée, juste parce qu'ils auront subi des traumatismes trop importants. L'enfance maltraitée, c'est le cœur de l'œuvre de J.K. Rowling. Et c'est pour cela que son œuvre est aussi universelle, parce qu'au travers de tous ses lecteurs ou ses spectateurs, elle ne fait que s'adresser directement à leur enfant intérieur. Bien, une autre de tes questions: pourquoi la vie peut stagner alors que des changements intérieurs ont eu lieu? Décidément, tes questions sont fort profondes et à même d'intéresser tout le monde. Je pense que tu fais référence à ce sentiment de pénibilité et de frustration, de voir les choses tourner en boucle, d'avoir l'impression de faire énormément d'efforts d'un point de vue personnel pour faire le constat qu'autour de toi, c'est toujours la même chose. Alors sache que nous vivons tous ces périodes pénibles où l'on aimerait changer l'extérieur d'un coup de baguette magique. Pourquoi, à chaque fin d'année scolaire, Harry Potter est-il obligé de retourner chez son oncle et sa tante? Chez eux, c'est toujours la même rengaine. Leur comportement et leur regard vis-à-vis de Harry ne changent pas. Il a même tendance à s'empirer. Pour Harry, c'est une situation figée qui tourne en boucle avec eux, qui tourne en boucle dans leur monde à eux, alors que lui, depuis longtemps, n'appartient plus à ce monde. Eh bien, Harry doit attendre sa majorité. Il doit attendre sa majorité pour enfin pouvoir utiliser sa magie hors des murs de Poudlard, et donc dans sa vie quotidienne. Et puis, il doit attendre aussi la fin de son cycle d'apprentissage au sein de l'école de Poudlard. Il doit passer ses aspics, ses examens de fin de cycle, qui l'auront amené à choisir une fonction au travers de laquelle il pourra exprimer pleinement toutes les capacités qu'il aura développées, ses aptitudes, en se mettant au service du monde de la magie. C'est en fait tout son apprentissage au sein de l'école de Poudlard qui pourra le révéler à lui-même et lui permettre de choisir la meilleure forme possible pour lui de s'exprimer et d'exercer ses talents. Le tout dans une optique commune et non individuelle. La majorité peut se transposer pour nous à l'âge de la maturité spirituelle. On sait que le moment est venu et qu'on y parvient lorsque l'on a pleinement connaissance de sa mission de vie sur Terre. On comprend enfin le sens de sa vie, on sait exactement ce que l'on est venu y faire et on commence à choisir les formes au travers desquelles on va pouvoir s'exprimer dans sa mission. Il y a une notion de service qui déclenche le feu vert quant aux changements extérieurs qui vont enfin avoir lieu. C'est à partir de ce moment-là que tous nos choix, toutes nos actions ne seront plus tournées vers nous-mêmes pour améliorer nos vies, pour nous enrichir, en synthèse pour satisfaire nos égos, mais au contraire tournées vers autre chose qui s'inscrit dans le mouvement de co-création. Alors, d'un point de vue individuel, ça va beaucoup mieux en règle générale, donc on ne se soucie plus de ces problèmes-là, ou on s'en soucie mais dans une moindre mesure, parce que la transformation nous a bien fait comprendre que tout ça n'était que de la futilité, et on commence à se focaliser et donc à œuvrer essentiellement à sa mission, qui elle s'inscrit dans un champ et dans un plan bien plus vaste. Alors on continue à apprendre, ça c'est sûr. On commet encore des erreurs, ça c'est évident. On affronte des situations difficiles, toujours.
parce que nos missions ne sont jamais faciles à mettre en place, jamais faciles à pérenniser, ni à faire accepter. Mais à partir de là aussi, toutes les capacités que nous avons développées deviennent fonctionnelles, deviennent des outils au service de nos missions et au service aussi de la protection de nos missions. Et nous en devenons pleinement responsables, c'est-à-dire pleinement responsables des conséquences de leur utilisation. Et donc en effet, nous avons besoin d'atteindre la maturité spirituelle pour accéder à tout cela et surtout pour pouvoir assumer nos missions. Avant cette maturité spirituelle, les conséquences des usages de nos capacités sont relativement minimes et quelque part heureusement bien encadrées de l'autre côté. En fait, pendant tout l'apprentissage, tout le processus d'éveil, que l'on s'en rende compte ou pas, nous sommes très protégés et très encadrés par nos guides. Ils n'interviennent pas constamment, sauf pour nous transmettre des messages ou des enseignements, voire des remises sur les rails, mais ils sont là et sont très présents, même s'ils ne répondent jamais, ou pratiquement jamais, à nos demandes égotiques. Et puis lorsque nous rentrons vraiment dans nos missions, que nous commençons à les mettre en place, on sent qu'ils se retirent, et qu'ils nous laissent un peu faire nos armes tout seuls. Et puis petit à petit, certains d'entre eux deviennent nos collègues, parce qu'ils ont le même genre de mission que nous, même de l'autre côté. Et cette fin de propos devrait répondre à ta dernière question. Donc voilà, tu vas continuer à tourner en boucle jusqu'à ce que tu aies apaisé complètement ta vie d'avant, avant tes prises de conscience, avant peut-être ton chemin d'éveil spirituel. Parce que tu ne peux pas vraiment rentrer dans ta mission si tu es encore préoccupé avec ta vie d'avant et avec tes conditionnements passés. Et c'est pour ça, et tu pourras le constater par toi-même, que tant de personnes qui sont entrées dans des chemins d'évolution spirituelle ou de développement personnel épurent leur conditionnement, leur traumatisme, leurs blessures, leurs croyances limitantes, tous ces poids qui t'empêchent d'avancer léger dans ta vie et de te consacrer pleinement à ce que tu es venu faire ici. Tous ces nettoyages, ces épurations, ces libérations, ces apprentissages d'affirmation ont lieu en parallèle du processus d'éveil. Il s'agit d'un travail de fond sur l'ego qui a lieu pour tout le monde, sauf pour ceux qui font partie de la maison Serpentard. C'est-à-dire ceux qui font fi de toute cette transformation personnelle, ce gros travail de fond, et qui font usage directement de leurs capacités pour résoudre leurs problèmes, et plus tard, les consacrer à leur profit personnel. Parmi ceux-là, on va trouver évidemment des personnes qui s'adonnent à la magie noire, mais aussi des personnes qui s'adonnent à l'énergétique, à l'occultisme, à des pratiques religieuses dogmatiques, en somme à n'importe laquelle des disciplines qui fait appel à des forces invisibles, qu'elles pensent naïvement pouvoir maîtriser, qu'elles maîtrisent parfois, mais qui vont aussi inévitablement un jour les rattraper, les submerger, les dépasser de loin, car on ne joue pas impunément avec ce genre de choses. Ces forces-là, lorsqu'elles sont malveillantes, ce qu'elles trouvent de plus facile pour s'accrocher à l'humain, eh bien ce sont les blessures d'ego. Dans notre saga, nous avons l'exemple de Lucius Malfoy, qui se fait avoir, tout comme son fils d'ailleurs. Nous avons aussi le professeur Slughorn, qui en son temps, lui aussi s'est fait avoir, mais encore Karkaroff, et puis aussi en son temps, le professeur Dumbledore. Le cas d'Ombrage, de Bellatrix Lestrange, de Crabbe et de Goyle, des professeurs Quirrell, Lockhart, de Maugrey Folleuil, de Peter Pettigrew, des Carreaux, et pour finir, de Voldemort. Et celui-là, bon débarras. Ils avaient tous en commun un certain attrait pour le pouvoir, pour la puissance, pour la facilité à tout obtenir grâce à leur capacité magique et grâce à leur statut social. Ceux dans notre monde qui vont avoir un retour de bâton phénoménal sont toutes des personnes qui utilisent les pratiques occultes au sens le plus large pour accéder au pouvoir, accéder à la richesse, à la célébrité, à l'impunité, à l'immortalité ou à la jeunesse éternelle. Et il y en a beaucoup, et ce dans toutes les couches sociales. Mon propos n'est pas de dire qu'il faut avoir peur de tout ce qui est occulte, paranormal, énergétique, spirituel, mais simplement d'accompagner tout cela par une véritable guérison de l'ego, ce qui équivaut à la maturité spirituelle. Bon, tu vois, avec discernement, je prends bien mon temps pour tout expliquer, de façon le plus claire possible, et j'en profite parce que j'ai pas 50 questions aussi. Et puis si tu as la patience, reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais faire une petite réponse bonus qui à mon avis pourra t'éclairer sur tes questions sous-jacentes du moment. Alors je vais répondre à je sais pas qui, A on va dire, parce que j'ai pas de nom prononçable. Donc permets-moi de t'appeler Anonymous. Alors question d'Anonymous, est-ce que J.K. Rowling est une initiée et pratique-t-elle la haute magie ? Et puis surtout, qu'est-ce que la haute magie ? Concernant J.K. Rowling, ma réponse ne va être qu'une supposition, parce que je ne la connais pas personnellement, évidemment. Ce que je pense, c'est que J.K. Rowling est complètement alignée avec sa mission de vie, qui était d'écrire et de transmettre son œuvre.
Je ne serais absolument pas surprise d'apprendre un jour qu'elle n'a travaillé que grâce à l'écriture automatique et à la claire cognition. Comme elle le dit elle-même, dans certaines de ses interviews, elle avait déjà reçu bien des années avant la parution de sa première saga toute l'histoire. Elle a mis plusieurs années d'ailleurs à l'écrire. Elle l'a accompagnée de dessins, donc elle recevait également le visuel. Donc initiée, je ne sais pas, mais médium, j'en suis sûre à 99,9%. En fait, elle a été préparée toute sa vie pour écrire son œuvre et pour la mettre en forme sous divers médias. Et petite parenthèse, J.K. Rowling écrit sous 2 noms de plume différents. Donc elle n'est pas simplement l'auteur d'Harry Potter et des Animaux Fantastiques, mais de bien d'autres ouvrages. Il faut comprendre, au travers de sa biographie, qu'elle a passé une partie de sa vie en Angleterre, avec bien sûr toute la culture traditionnelle, des fantômes, des châteaux hantés. J'appellerais ça la culture Édimbourg en fait. Ensuite, elle a passé une autre petite partie de sa vie à Paris, en tant qu'étudiante à la Sorbonne, pour parfaire ses études de français. Et je la vois très très bien, au travers de son personnage Hermione, en train de farfouiller dans toutes les boutiques ésotériques et les bibliothèques, au rayon histoire des religions, occultisme et ésotérisme, qui sont d'ailleurs particulièrement foisonnantes dans ce quartier-là. Et puis enfin, avant de rentrer en Angleterre, elle a eu une petite période de sa vie qu'elle a passée aussi au Portugal. Et l'on y retrouve énormément d'éléments qui composent ces décors de films et que l'on ne trouve pas en Angleterre, mais bel et bien au Portugal. Comme les champs de citrouilles par exemple, les grandes herbes de marécage qu'on appelle ici les cannes, et plein d'autres détails d'ailleurs. Et c'est à peu près à cette période-là qu'elle commence à écrire sa saga Harry Potter. Donc initiée au sens d'avoir reçu une initiation spirituelle spécifique, je ne pense pas. Je pense qu'elle est initiée en effet, mais qu'elle s'est initiée par son expérience. Elle est de toute évidence complètement passionnée par tout ce qui a trait à l'ésotérisme, aux légendes, puisqu'elle avait baigné dedans depuis son enfance, et qu'à l'âge de 6 ans, elle savait déjà qu'elle allait raconter et écrire des histoires. Et puis elle a dû certainement ouvrir quelques manuels de magie. Disons, par une curiosité peut-être un peu guidée. Après, par la suite, qu'elle ait été approchée par des initiés pas forcément de la meilleure espèce, au vu des fortunes colossales qu'elle génère, ça c'est aussi tout à fait probable. Mais vu le caractère qu'elle a, elle n'a pas dû y céder. Enfin, je lui souhaite. Alors ensuite, quelle est la différence entre la magie et la haute magie ? Pour ça, je vous invite vraiment à vous intéresser aux travaux de Patricia Daré, et notamment à son dernier livre, qui ne parle que de ça, et qui s'intitule « Le Templier m'a dit ». Maintenant, pour répondre de façon le plus simple possible à cette question, je dirais que la magie est efficiente au sein même de la matrice, c'est-à-dire au sein même de notre monde connu, dans son aspect visible et invisible. Alors que la haute magie intervient au niveau de la matrice elle-même, ce qui est de toute évidence beaucoup plus dangereux. Une forme de magie qui ne doit surtout pas tomber en de mauvaises mains, ce qui malheureusement est déjà arrivé. En fait, la haute magie va modifier la trame de notre espace-temps, alors que la magie simple va s'y inclure. La haute magie est quelque chose de très complexe, très codifié, et la moindre erreur peut engendrer des catastrophes irréparables. Il y a dans la saga Harry Potter une évocation notamment de haute magie avec l'utilisation du retourneur de temps, dont Hermione a exceptionnellement le droit de se servir. Grâce à cet objet de haute magie, elle va pouvoir intervenir dans le passé et ainsi modifier le futur. Mais bien sûr, pour la bonne cause. Et puis sinon, pour la mauvaise cause, Voldemort utilise la haute magie, et en particulier pour fabriquer ses Horcruxes. Alors évidemment, quand on évoque le sujet de la haute magie, on ne peut passer à côté de l'Égypte ancienne, de la Grèce, de l'Atlantide, de la Lémurie, etc. Et si j'ai bien compris la question, est-ce que cela va se réveiller de nouveau ? Eh bien oui, si cela est nécessaire, certaines personnes recevront les clés, les codes, les taux vibratoires pour réveiller de nouveau ces puissances-là. C'est d'ailleurs évoqué dans la saga par au moins 2 anecdotes. La première, c'est lors du voyage en Égypte de la famille Weasley pour les vacances. Et puis la deuxième évocation, c'est par le biais de la formule magique Pierre Totum Locomotor, qui met en action toutes les statues de pierre de Poudlard, les vieilles armures et en fait les gardiens du château. En fait, dans notre monde, nous connaissons beaucoup de sites mégalithiques, comme celui de Karnak, pour faire référence à l'actualité. Et voyez que ce n'est pas anodin lorsqu'il y a une destruction de ce genre de site. Nous connaissons bien sûr les pyramides, et sommes au courant que tous ces sites entre eux sont bien sûr reliés par des points énergétiques particuliers, et qu'ensemble, cela trace une sorte de rosace. Tout ça étant lié évidemment à la géométrie sacrée. Eh bien, certains géobiologues ont découvert
comment réactiver certains de ces sites. Alors, affaire à suivre. Enfin, pour répondre à votre dernière question, effectivement pas très claire, mais je pense en avoir compris à peu près le sens. Vous posez la question de savoir si nos proches pourraient freiner nos capacités, nos pouvoirs, ou nous empêcher de nous ancrer. C'est un petit peu comme ça que j'avais compris la question. Alors je vous répondrai, tout dépend en fait de votre contexte familial. Si en effet vous avez atterri dans une famille du même type que les Dursley, c'est évident qu'ils vont tout faire pour contrarier vos capacités. Et d'une manière générale, c'est ce qui nous arrive un peu à tous, car sinon nous n'aurions aucun conditionnement. En fait, plus les familles sont toxiques ou dysfonctionnelles, plus les conditionnements sont conséquents, et donc plus il y est difficile de retrouver sa nature propre, sa vraie nature ou son vrai soi. Ceci dit, nos proches, nos familles, n'ont absolument aucun levier quant à nos capacités, pas plus que sur le déclenchement de notre éveil. Alors maintenant, la dernière question de notre guerrière en pâte, que si vous me le permettez, je reformulerai autrement. Comment peut-on s'y prendre pour préserver son énergie vitale, même en cas d'attaque ? À votre avis, pourquoi Harry Potter se retrouve tous les 4 matins alité à l'infirmerie chez Madame Pomme-Fraîche ? Bien tout simplement parce que le but d'une attaque, c'est de vous faire perdre votre énergie vitale, de vous affaiblir ou de vous anéantir. Ces attaques, notre héros de la saga Harry Potter les subit depuis le début de sa vie. Ça commence pour lui par la perte de ses parents, puisque d'emblée, il est dans le viseur de Voldemort. Ça continue avec la maltraitance de son oncle et de sa tante. Et puis ça s'enchaîne crescendo jusqu'à ce qu'il parvienne à anéantir Voldemort. Et heureusement pour lui, sur la fin, il ne sera pas tout seul sur ce coup-là. Donc, chère guerrière en pâte, subir des attaques, c'est le lot de toutes les personnes qui choisissent de s'opposer aux forces de l'ombre. Et en effet, vous avez parfaitement raison. Nous sommes très nombreux à être dans ce cas-là. Les flammes jumelles, en règle générale, sont dans le viseur, mais pas que. Toutes les personnes qui s'éveillent actuellement et qui sont porteuses d'une mission, et je dirais même d'une vibration qui est de nature à déranger les plans de l'ombre, subissent régulièrement des attaques, et des attaques qui vont crescendo. Ainsi, puisque votre choix, visiblement, est celui de la lumière, l'ombre prend ça évidemment pour une déclaration de guerre et ne loupera pas la moindre occasion de se rappeler à vos bons souvenirs. Ceci dit, nous ne sommes pas non plus des poussins de 6 semaines et nous pouvons tous apprendre à repérer ceux qui ont choisi l'ombre ou ceux qui sont susceptibles de se faire manipuler par elle. Et là, je dirais que c'est plutôt l'expérience qui joue en notre faveur. Et ainsi, avec certaines personnes, on s'évite l'effet de surprise. On peut aussi, et c'est en général ce que l'on a fait depuis longtemps, épurer un maximum de choses en nous qui font en quelque sorte office de porte-manteau et d'accroche pour ces diverses attaques. Un ego insuffisamment guéri est une porte d'entrée royale, comme je le disais précédemment, et malheureusement la liste est longue. Nos peurs en font partie, nos fausses croyances, notre manque de présence, notre manque d'affirmation, nos culpabilités, nos manques de maîtrise émotionnelle. Tout ça, ce sont des portes, des accroches possibles pour que les attaques fassent mouche. Comme notre choix est porté sur la lumière, alors nous devons aussi respecter la loi du libre arbitre. Et sauf en cas de force majeure, nous ne pouvons pas utiliser en riposte les mêmes armes que ceux qui sont guidés par l'ombre. C'est la fameuse signature d'Harry Potter qui utilise en priorité le sortilège Expelliarmus pour déjouer les attaques. Il ne s'agit pas d'un sortilège de contre-attaque, de retour d'énergie, mais un sortilège de désarmement. Il s'agit juste d'entendre l'intention malveillante et de faire le nécessaire avant que ça vous tombe dessus. Puisque de toute façon, et de toute évidence, l'attaque aura lieu. Alors ça va du mauvais œil jusqu'à des vraies pratiques de haute magie noire. Et là, en effet, c'est pas du gâteau. Et comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Lorsque l'on est attaqué par des magies noires, d'une part, c'est très difficile de savoir réellement de qui ça vient, et d'autre part, c'est assez long et assez délicat, disons, de remettre les choses en ordre et de retrouver sa santé. Mais il y a plein de méthodes aujourd'hui qui existent pour cela, des méthodes dites de recouvrement d'âme, qui permettent de récupérer son énergie vitale, et surtout de couper les liens énergétiques qui existent entre la victime et son bourreau. Nous avons également à notre disposition
d'autres méthodes de soins ou de dégagement. Et pour n'en citer que 3 exemples, je vous dirais que le nettoyage au plomb est une méthode délicate mais très efficace. Les prières de l'abbé Giulio peuvent aussi être utilisées dans ces cas-là. Et puis enfin, pour faire simple et rapide, vous pouvez aussi avoir gratuitement des soins intemporels, diffusés sur la chaîne YouTube du docteur Luc Baudin, tout simplement. Mais il y en a plein d'autres. Alors tout ça n'empêchera pas la personne qui veut vous nuire de tenter de le faire et de le refaire. Mais là, forcément, elle aura beaucoup de mal à y parvenir. La magie noire, en général, on n'y croit pas. On voit pas pourquoi ça nous tomberait dessus, alors que de toute évidence, on ne le cherche pas. Et pourtant, des fois, ça arrive. Et quand ça arrive, eh bien, ça vous met bien KO. Mais ça permet aussi d'apprendre comment fonctionnent les magies, parce que magie blanche et magie noire, ce sont les mêmes bases techniques. Et puis surtout, il faut savoir une chose, c'est que les praticiens de magie noire, ou simplement les entités malveillantes, n'attaquent jamais ceux qui sont à force égale avec eux. Ces choses-là n'aiment pas perdre, et n'aiment pas non plus être démasquées. Donc elles ne s'en prennent pas à ceux dont elles savent qu'ils peuvent se défendre, se protéger efficacement, et déjouer leur mauvais tour. Ainsi, retour à notre saga, Voldemort est d'égale force avec Dumbledore, et ne cherche pas à l'attaquer directement, sauf sur la fin, car il le sait vieux et forcément quelque peu affaibli. Alors, est-ce que l'on risque de finir entre 4 planches suite à une attaque de magie noire? Parce qu'il faut avouer quand même que parfois ça ne passe pas très loin. Bien, je dirais que non, on ne risque pas de mourir tant que notre mission de vie n'est pas installée. En fait, tant que notre destinée n'est pas accomplie. Le Padre Pio a été dans ce cas-là. Il a subi des attaques toute sa vie, mais il est parti à l'heure prévue de sa destinée et en ayant achevé son œuvre sur terre. Nous avons tous ce que l'on appelle un ange gardien, qui n'est pas forcément de nature angélique, mais qui est notre protecteur tout au long de notre vie. Cet ange gardien aussi a une mission qui est de veiller à ce que votre timing soit respecté. Et il fera en sorte que l'heure de votre départ soit conforme à ce qui est inscrit sur votre contrat d'âme. Alors par contre, ce qui est moins drôle, c'est que vous serez maintenu en vie, quel que soit votre état, pour que cette heure précise soit respectée. Et c'est en cela que les tentatives de suicide ou les suicides sont des ruptures de contrat qui ont des conséquences dans les après-vies. C'est un peu idiot quelque part tout ça, parce que les missions de vie des personnes qui s'éveillent, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est même la plupart du temps assez banal. Et les Padre Pio, ça court pas les rues. Mais c'est par le nombre que l'on va parvenir à faire basculer complètement la destinée de l'humanité, qui à l'heure actuelle est en train de prendre le même mauvais tournant qu'à l'époque d'Hitler. Bon, eh bien, je pense que j'ai fait le tour des questions. Alors, je vous donne une petite réponse bonus aussi à une question qui est récurrente. Pourquoi, en ayant suivi un processus d'éveil, en ayant profondément changé de l'intérieur, en étant parvenu à rétablir un certain équilibre dans ma vie, je me retrouve encore avec des problèmes d'argent. Les problèmes d'argent sont évoqués également dans la saga Harry Potter. Et on constate, une fois de plus, que tout le monde n'est pas à égalité. Pas plus chez les moldus que chez les sorciers. Pendant toutes les années où Harry est obligé de vivre chez son oncle et sa tante, il n'a pas accès au moindre centime et n'a aucune liberté financière. En revanche, dans le monde des sorciers, il dispose d'un héritage, d'une manne qu'il va pouvoir utiliser de façon confortable, mais pas extraordinaire, pour les besoins de ses études et pour des petits extras de bonbons et de bière au beurre avec ses amis. Il gagnera par la suite son argent sorcier lorsqu'il prendra ses fonctions d'aurore. Ron, pour sa part, qui vit déjà dans une famille de sorciers, mais de sorciers pauvres, souffre beaucoup de sa condition, autant dans son amour-propre que vis-à-vis de ses autres camarades. Pour autant, il ne manquera jamais de l'essentiel. Sa famille, pourtant des sorciers de lignée pure, est en partie désargentée parce que la fonction de Monsieur Weasley n'est pas dans les petits souliers du monde de la magie. Et l'est d'autant moins lorsque ce sont les Mange-Morts qui reprennent les rênes du ministère de la magie. Leur situation à tous se rétablira lorsque les enfants Weasley rentreront dans leur mission et lorsque le ministère de la magie sera nettoyé de la mainmise des Mange-Morts. Le cas de Drago Malfoy est un petit peu différent. C'est la famille Bling Bling chez les sorciers et eux ne se refusent rien. Ils vivent dans le luxe, génération après génération, de mages noirs.
Ils ont le vent en poupe et doivent le respect qui leur est fait en grande partie grâce à l'influence et à la peur qu'ils suscitent de par leur proximité avec Voldemort et son ancien régime. Et c'est un parallèle que l'on peut aussi transposer à notre réalité lorsque l'on connaît les origines de certaines personnes qui sont aux manettes d'à peu près toutes les sortes d'instances de pouvoir. Et c'est probablement sur cette observation que J.K. Rowling s'est appuyée pour créer ces personnages. La famille Malfoy va connaître un revirement de situation dans le sens inverse de celle de la famille Weasley, après la chute définitive de Voldemort. Donc pour en revenir à nos moutons, tout le monde ne part pas à égalité, non plus. Et tout ça dépend encore une fois, au départ, de sa situation familiale et des conditionnements liés à l'argent hérités de ses lignées familiales. Lorsque l'on démarre un processus d'éveil ou de développement personnel, en général, la situation financière s'améliore. Tout du moins, elle tente à s'harmoniser. Mais elle est loin d'être florissante pour la plupart d'entre nous. Et le plus souvent, on commence à connaître vraiment l'abondance lorsque l'on est déjà bien ancré dans sa mission. Et encore, même en étant bien ancré dans sa mission, on peut tout à fait subir des attaques ciblées sur l'argent et se retrouver quasiment à la rue, du jour au lendemain. Et avec ce type d'attaque de magie noire, il est impossible de rentrer un centime, quoi qu'on fasse. Sauf à se nettoyer complètement et à exorciser ces magies, on ne peut plus remonter la pente, on peut juste survivre en trouvant de quoi se loger et de quoi manger. C'est arrivé à énormément de personnes éveillées, ancrées dans leur mission, ce qui permet quelque part de mieux le vivre, mais il faut quand même un certain temps avant de remonter la pente. Alors c'est arrivé notamment à Anne Givaudan, pour ne citer qu'elle, qui le raconte. Ça arrive en ce moment à beaucoup de personnes qui ont des missions qui dérangent, et ça va arriver dans les prochaines années à de plus en plus de personnes, et ce jusqu'à ce que les états profonds soient mis échec et mat. Ceux-là sont tous des héritiers, comparables à la famille Malfoy, qui vont subir un retour de bâton. Et c'est ce à quoi nous allons assister dans les prochaines années. Alors il n'y a pas 36 chemins pour amortir un petit peu la chute, arrondir les angles. C'est d'une part prévoir un minimum d'autonomie, comme le font les Weasley en habitant à la campagne et en cultivant un potager, parce que magie ou pas magie, la nourriture, ça vient toujours de la terre. Et puis d'autre part, c'est d'accepter le verdict. Est-ce que vous avez été à la hauteur pour avoir su maintenir de vrais liens d'amitié? Et auquel cas, vous recevrez de l'aide. Car en effet, les vrais amis ne vous laisseront jamais tomber, même s'ils doivent partager leur pain et pousser les murs pour vous faire une place chez eux. Ou au contraire, est-ce que vous aviez été un sale personnage? Et auquel cas, vous aurez beaucoup de mal à trouver du soutien. Le but évidemment, c'est de ne pas rester dépendant, de l'être le moins longtemps possible. Ni de ses amis, ni d'un système, ni de quoi que ce soit. Le but, c'est de savoir se débrouiller en toutes circonstances et d'avoir toujours quelque chose à offrir pour créer un échange. Bon, mais de toute façon, on s'en sort toujours. Alors pendant le processus d'éveil, il y a un basculement qui s'opère. On passe de l'argent moldu à l'argent magique. Concrètement, lorsque l'on rentre dans ces processus d'éveil ou de développement personnel, on ne parvient plus à se satisfaire d'un emploi moldu. Et on ne peut pas maintenir le rythme entre ce qui est exigé par l'éveil et le temps de travail d'une vie normale classique, qui en plus n'a absolument plus aucun sens. On est amené parfois à faire quelques allers-retours entre l'éveil et l'entrée dans sa mission, mais en général ça ne dure pas très longtemps. Alors pendant l'éveil, l'équivalent des années de Poudlard, on peut tout à fait améliorer ses fins de mois quand on ne dispose d'aucun capital, et c'est un flux monétaire qui circule d'une certaine manière en circuit fermé. Parce que ce que vous faites et le début de vos capacités n'a absolument aucun attrait pour les moldus, les gens normaux, et n'a aucun attrait ni aucune valeur non plus pour les gens déjà éveillés. Donc il faut la jouer à la Weasley, à la Fred et George, et c'est pour ça que j'avais fait la vidéo sur ces personnages. Et donc proposer ce que vous savez faire déjà ou vos services à ceux qui sont moins avancés que vous. Pas dans un objectif de les arnaquer ou de leur causer des nuisances, mais plus dans l'objectif de leur faciliter un petit peu la tâche. C'est aussi ce que l'on voit dans notre réalité. Beaucoup de gens qui sont sur ces chemins d'éveil, de développement personnel, qui ne sont pas encore ancrés dans leur mission et qui proposent des tirages de cartes, des soins, des livres de méthode, des consultes, des voyances.
des objets de protection. Bon, des choses parfois très utiles, mais qui ne remplacent absolument pas les enseignements que vous allez recevoir de vos guides. Et qui ne vous permettront pas non plus d'échapper à vos épreuves. Simplement, ça met un peu de gaieté et d'animation. Et c'est pas plus mal. Ce sont aussi des moyens de s'entraîner pour plus tard, de faire déjà des travaux pratiques, et puis surtout de mettre du beurre dans les épinards. Parce que la vraie réalité, elle est que les marchés financiers sont infiltrés par de vrais mages noirs qui ont le contrôle autant sur les activités des personnes éveillées que sur les activités des personnes normales, moldues. Et ça fait très longtemps que ça dure. Donc lorsque l'on voit une personne qui travaille vraiment dans les milieux spirituels ou dans des activités liées à l'occulte ou à l'énergétique et qui amasse des fortunes colossales, il y a quelque chose de parfaitement anormal. Que l'on vive bien et confortablement de ce type d'activité, c'est tout à fait logique, normal, et d'autant plus normal lorsque cela fait partie de ses missions de vie, mais que l'on amasse et que l'on concentre des fortunes grâce à ses capacités ou à ses pseudo-capacités, sans les redistribuer là où il y en a vraiment besoin, que ce soit en direct pour certaines causes ou de façon indirecte pour recréer des circuits vertueux, eh bien c'est là qu'il faut se poser les vraies questions. Si l'on prend le Vatican comme exemple, eh bien c'est gros comme le nez au milieu de la figure. C'est une situation absolument anormale. Et tout ce que l'on découvre lorsque l'on met un petit peu le nez dans l'ésotérisme, dans les sciences occultes, eh bien c'est que la plupart des énormes entreprises, celles qui amassent des milliards et qui vont les planquer dans les paradis fiscaux, utilisent toutes soit directement des magies, soit des réseaux, des obédiences plutôt malsaines, fondées elles-mêmes sur des pratiques de magie noire. Il a toujours existé un petit peu cette guéguerre entre les magies blanches et les magies noires. Et même s'il existe nombre de cercles de pouvoir qui utilisent les magies noires, il y a aussi en contrebalance nombre de cercles de pouvoir ou de prières qui œuvrent pour essayer de contenir les premiers. Eh bien, cette première foire aux questions est terminée. J'espère qu'elle vous apportera quelques petits éclairages, qu'elle vous donnera aussi l'envie d'aller faire des recherches un peu plus approfondies. Alors on se dit rendez-vous à la prochaine fac, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.